Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal Tabaski 2020, des prières en faveur de la paix pour le nord-ouest et le sud-ouest. Les fidèles musulmans ont émis le vœu de voir la fin des tensions dans ces deux régions en crise. Écho de célébration en ouverture de ce journal. Le monde du sport est en deuil. Stephen Tato est mort ce vendredi des suites de maladies. L'ancien capitaine des Lions, il avait été du mondial glorieux de 1990 en Italie. À suivre dans ce journal, hommage des anciennes gloires du football et l'ambiance à son domicile du côté de Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le mouton a été immolé ce vendredi à Yaoundé en souvenir du sacrifice d'Ibrahim. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, les fidèles musulmans de la mosquée centrale de la Briqueterie ont prié pour un retour à la paix au Cameroun, notamment dans les deux régions en crise, les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le reportage de Joël Essenguet à Cyril. Une bête immolée en souvenir du geste d'Ibrahim. Alors qu'il était sur le point de sacrifier son propre fils Ismaël, Dieu envoya un mouton à Ibrahim afin que ce dernier le tue et l'offre en holocauste. Le geste est repris par les fidèles de la communauté musulmane à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. La suite à la mosquée centrale du quartier Briqueterie à Yaoundé, c'est la prière sur fond de respect des mesures de distanciation contre le Covid-19. Des intentions sont élevées vers Allah afin que le monde soit épargné des affres du coronavirus. Les saintes écritures sont méditées séance tenante. Spécialement pour le Cameroun, l'imam insiste sur la prière pour un retour à la paix dans les régions secouées par des tensions sociales. Et sur place à Douala également, des fidèles musulmans ont prié pour un retour à la paix et la sécurité au Cameroun, surtout en ces temps difficiles où le pays est confronté à de multiples crises, notamment dans les régions anglophones et l'extrême nord. Face à la crise sanitaire du coronavirus, les fidèles musulmans, donc à l'occasion de la fête du sacrifice, ont imploré la protection d'Allah sur les Camerounais. L'imam de la mosquée sénégalaise de Douala a également appelé à l'unité entre musulmans et chrétiens. Écoutons à présent l'imam Ouza Gaï au micro d'Equinox Télévision. Says the coronavirus whose impact was visible on the Nous n'aurons pas cet extrait de chez l'imam Oustagaï, c'était le monde, dans nos prochaines éditions d'information. Et la recherche de la paix, la lutte contre la pandémie du coronavirus sont au cœur des préoccupations des fidèles musulmans à l'occasion de la célébration de la Tabaski du côté de Tombel, dans la région du sud-ouest Cameroun. Le reportage de Jacques Molon, Flavien Valondongo. Une bête immolée en guise de sacrifice. Le geste est fait par des fidèles musulmans en ce jour de célébration de l'un des piliers de l'islam. À Tombel, dans le coupé Manongouba, région du sud-ouest, des fidèles musulmans réunis à la mosquée principale de la ville, dans le respect strict des mesures barrières, ont prié pour le retour à la paix dans leur localité. Nous sommes en train de demander toujours la paix à Allah, qui nous ramène la paix dans notre Cameroun. Tout ce qui peut nous déranger, que Allah nous extrait ça. En présence des autorités de la ville de Tombel et sous le regard bienveillant des forces de sécurité armes au poing, la célébration de la fête de la Tabaski était aussi un moyen pour les tout-petits de s'exprimer. Nous avons prié pour que la paix rentre à Tombel et pour que l'école commence parce que nous aussi, on veut partir à l'école. Pour y parvenir, le combat contre le Covid-19 et surtout contre l'insécurité dans les deux régions en crise doivent être des priorités dans les prières des musulmans. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont sorties et vous avez vu même les mesures qui ont pris contre la propagation du Covid-19. L'essentiel demeure et reste la paix dans nos cœurs
et dans notre environnement. En ce jour de célébration de la fête du sacrifice, les musulmans de l'arrondissement de Tombel ont élevé leurs prières vers le ciel pour invoquer la puissance divine afin que la paix retourne non seulement dans les régions en crise, mais également dans le pays tout entier. Dans le reste de l'actualité, la traversée du fleuve Mbam à la frontière entre les arrondissements de Komiabeta et de Ndek se fait désormais par des chaloupes et pour cause, le bac a chaviré depuis le 19 juillet dernier avec à son bord un camion de 12 tonnes à moitié chargé. Donc depuis lors, les populations éprouvent des difficultés pour aller d'un point à l'autre et écouler leurs marchandises. En visitant dans la localité, le ministre des Travaux publics annonce la mise en marche du bac dans les tout prochains jours. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop de retour de Komiabeta. Environ 2 semaines après le drame, le chauffeur propriétaire du camion en noyé est inconsolable. Il ne cesse de maudire la matinée du dimanche 19 juillet où il a vu sa vie basculer d'un trait. Je suis arrivé le soir au 18, c'était le 18. Le bac avait un peu de problème. J'ai dormi qu'au bord. Le matin vers les 9h, j'arrive encore, ils me disent qu'ils ont dépanné. Je monte sur le bac. Arrivé au milieu du fleuve, le moteur s'est éteint. Directement, on voit comment le poteau s'enlève là-bas. Ça entraîne une fois le camion dans l'eau. Je suis là comme ça, là, je ne sais pas. Où le gouvernement m'a aidé à retirer le camion ou à faire comment, moi, on ne sait pas, on ne peut pas déterminer. Un récit corroboré par des témoins qui ont porté secours aux 25 personnes qui étaient à bord du bac. Le camion est tombé sur le bac et comme c'était chargé à charger du bois, avec le poids là, ça ne pouvait pas. Les 2 câbles dont portait là ont lâché. C'est venu jusqu'au niveau du baobab là. Ça s'est amarré là-bas. Et au milieu d'abord là, il y a un collègue là qui est parti avec sa chaloupe. Il a enlevé il a pris 20 personnes. Et notre collègue aussi. Entre-temps, nous autres aussi, on sillonnait là de côté là pour voir si on pouvait repousser le bac pour que ça remonte. Mais ça n'a pas donné. Le bac est donc descendu là, à un niveau là, comme le camion était déjà tombé sur ça. Avec le poids là, c'était un côté. Les gens du bac donc ont pris le câble. Au lieu d'amarrer directement sur le bac, pour qu'ils amarrent au niveau du baobab, ils ont encore amarré sur le câble qui était tendu. La dalle s'usait en bas là, ça a encore lâché. Le camion est à côté, mais le bac est descendu. Donc le bac a d'abord baigné sur place. Ça a baigné le camion sur place. Et c'est descendu donc maintenant. Au loin, l'on peut apercevoir le bac en question. Quant au camion de 12 tonnes qui était à moitié chargé de bois, il est invisible. Les riverains parlent d'une profondeur d'au moins 18 mètres à ce niveau du fleuve Mbam. Depuis le 19 juillet donc, il est impossible de partir de Komiabeta pour Ndek en empruntant le bac comme c'était le cas avant. La chaloupe est désormais l'unique voie de secours et ses conducteurs se frottent les mains. Bien sûr que de l'autre côté ça donne un peu, mais de l'autre côté ça ne donne pas parce qu'on a les cas. Comme vendredi passé, il y a l'ambulance qui devait aller laisser un coadec. On était obligé de porter ça dans la chaloupe. Et quand on porte, il y a la traduction à faire. On paye 200 francs par passager. Quand on a une marchandise pareille, on discute avec le propriétaire. Oui, et les sacs de cacao, un sac de 100 kg, c'est 300 francs. Pour les bananes, on discute par tas. Vu que les femmes qui font ce commerce sont d'abord nos sœurs. Mise au parfum de l'incident qui a porté un sérieux coup aux échanges commerciaux et à la circulation des hommes et des biens entre les arrondissements de Komiabeta et de Ndek, le ministre des Travaux publics est descendu au village Chanyang. Emmanuel Ganou Djoumessi était porteur d'une bonne nouvelle. Nous avons noté bel et bien que le bar est dans l'eau, mais nous avons déjà un bar qui va y être installé en ces mêmes lieux d'ici une trentaine de jours. Vous noterez que je suis là avec l'ingénieur industriel concerné. Le bar, ces éléments seront acheminés dès le lendemain pour que le bar soit à nouveau fonctionnel, pour relier cette rive de Komiabeta à celle de Ndek dans les 30 prochains jours. L'ingénieur en charge de ce dossier se veut rassurant quant au respect du délai de 40 jours. Déjà, il y a un bac à notre disposition au pont de l'enfance. C'est ce bac qu'il avait utilisé pour faire construire le pont de l'enfance en 2010. Actuellement, comme le bac a chaviré, ils étaient en train de demander que j'aille récupérer le bac que vous avez vu. Mais il était très risquant en ce moment pour récupérer. Je proposais qu'on pouvait récupérer le bac du pont de l'enfance et le réhabiliter, augmenter sa capacité et mettre à Chayang. Il m'a donné son accord et puis j'ai mis déjà des gars pour récupérer ce bac. Conscient du potentiel agricole et de la vaillance des populations du Bam et Inubu,
Le gouvernement n'entend pas s'arrêter au seul rétablissement du bac. Nous avons demandé qu'au-delà de l'aménagement du bac, qu'il y ait aussi des aménagements d'ordre socio-économique concernant les accès notamment et les éventuelles installations de marché pour que les productions agricoles soient mieux exposées. Les populations sont impatientes de voir toutes ces promesses se mettre en place. Mais elles souhaitent davantage une accélération des projets en cours de réalisation, notamment la construction du pont qui va relier les arrondissements de Konyambeta et de Duk, ainsi que l'aménagement des voies d'accès au fleuve Mbam à partir de la nationale numéro 4. Il y a de cela près de 8 mois à 10 mois qu'on a mis le projet du pont en marche. Que nos élites d'abord du Mbam essaient de revoir s'ils peuvent acheminer ce dossier-là pour que le pont de Chan soit réalisé. Et comme le pont de Chan ne peut pas se réaliser sans la présence du bac, parce qu'il faut que le matériel traverse par le bac. Vraiment que le chef de l'État essaie d'écouter nos pleurs, que ça ne donne pas. Et effectivement, ça ne donne pas. Depuis le 19 juillet 2020, date de la survenue du chavirement du bac de Chanyang. Le bac était déjà en dégradation avancée. Le maire que je suis avait tenu par écrit une lettre aux autorités compétentes. D'ailleurs que le ministre en charge des travaux publics avait délégué 127 millions de francs pour la restauration de ce bac. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas l'issue de ce crédit. D'ores et déjà, une commission d'enquête technique mise en place par le ministre des Travaux publics doit faire toute la lumière sur les circonstances ainsi que les causes du chavirement du bac afin que les responsabilités soient établies. Des faits de société à présent à Kribi dans la région du Sud, de présumés bandits de grand chemin mis aux arrêts par des éléments de la police spécialisés dans le braquage à main armée. Ils sémaient la terreur depuis plus de 2 mois dans la ville de Kribi. Passés aux aveux, ils ont été présentés au commissaire du gouvernement du côté d'Ebolova dans la région du Sud. Joseph Abena. Voici le groupe de gangsters qui sème la terreur à Kribi depuis le mois de mai dernier. Ils opèrent dans les domiciles bien ciblés à l'aide des armes et arrachent de l'argent, des voitures et autres biens précieux. Depuis quelque temps déjà, la ville de Kribi ploie sous le coup des braquages quasi hebdomadaires perpétrés par des malfrats sans scrupules qui spolient leurs victimes, expatriés comme nationaux, après les avoir neutralisés dans leur domicile à l'aide d'armes de guerre, dont une Kalachnikov, des PA et des armes de fabrication artisanale. À ce jour, les victimes nombreuses déplorent entre autres 3 véhicules emportés, dont une de marque Ford et 2 A26, des numéraires de près de 5 millions, des téléphones portables et des ordinateurs, et même, plus grave, un cas de viol sur mineur de 10 ans. Face à cette situation, les investigations que nous avons menées, avec le soutien déterminant de la haute hiérarchie, nous ont conduit à une action d'envergure à Douala et à Kribi, laquelle action nous a permis donc de démanteler un de ces redoutables gangs, à savoir la bande d'Aben et Collins. Ils ont reconnu effectivement avoir commis ces braquages dans les domiciles indiqués et ils ont effectivement reconnu, révélé avoir également commis des forfaits à Douala, en Konsamba et à Bouya. Pour effectuer ce travail de la honte, ils usaient d'un point focal ici à Kribi qui leur servait de guide. Ils s'appuyaient sur un mototaximan, le prénommé Collins, qui était donc chargé de les accueillir, qui habite le carrefour d'Angola, qui était chargé de les accueillir, de les héberger et de les orienter vers des victimes bien choisies, en l'occurrence des victimes nantis, mais habitant des zones retirées. Plusieurs victimes ayant suivi l'information reconnaissent ici leurs bourreaux, reçoivent leurs objets volés et n'hésitent pas de remercier la police. Je tiens absolument à remercier le commissariat central de la police de Kribi pour le travail déployé, ainsi que la gendarmerie nationale qui m'a remis pratiquement tous les effets ainsi que mon véhicule qui avait été emporté.
Ce 23 mai, les 5 malfrats sont rentrés chez moi par effraction. Ils nous ont menacés avec leurs armes et nous obligeant à leur remettre argent, téléphone, ordinateur portable, appareil photo professionnel, ainsi que la voiture et ses papiers et la clé. Et ils nous ont enfermés dans la chambre avant de partir. C'est la police qui est venue nous libérer quelques minutes plus tard. Il faut préciser que ces criminels présumés ont violé une fille de 10 ans. Parmi eux se trouve un personnel de l'administration pénitentiaire de Douala et le reste constitué des repris de justice ayant bénéficié de la grâce. Dans les couloirs de la justice à présent, la Chambre nationale des huissiers annonce des changements dans la signification des actes tout en évoquant les difficultés dans l'exercice de leur profession en ces temps de crise sanitaire, tout de même que les conséquences du décret présidentiel élargissant les pouvoirs de la Société de recouvrement du Cameroun. D'autres précisions avec Joël Essengue et Guizou. C'est une révolution que les huissiers de justice annoncent. Il est envisagé de procéder à des significations par voie électronique. Cette résolution vient d'être rendue publique à l'issue d'une réunion de la Chambre nationale des huissiers à Yaoundé. Contrairement à la signification traditionnelle, qui consiste pour l'huissier de justice à se déplacer vers le destinataire de l'acte dont il s'agit pour qu'il y ait un contact physique, la signification numérique permet en fait à l'huissier de ne pas se déplacer, de profiter justement du numérique pour faire signifier l'acte considéré par la voie numérique. En mesurant les contraintes de cette option, les huissiers entendent la circonscrire dans un premier temps par secteur. Elle impose un certain nombre d'exigences, notamment sur le plan technique. Elle suppose que le significateur, qu'est l'huissier de justice, dispose déjà d'un potentiel informatique conséquent et également la personne du destinataire même de l'acte. C'est pourquoi une telle réflexion ne peut être que d'abord sectorielle. Puis on va voir comment est-ce qu'on peut l'envisager pour l'ensemble des populations. Ces changements ne font pas oublier les difficultés auxquelles ont été confrontés les huissiers suite à la Covid-19. Il y a eu ces difficultés dans les significations. Il y a eu l'exigence, la nécessité de suspendre les exécutions, surtout qui impliquaient des contacts physiques. Cela ne peut qu'avoir des conséquences sur le plan financier au niveau de nos études. Nous sommes résilients comme tous les Camerounais. Nous croyons que nous allons résister et que ce que nous vivons sera d'un lointain passé bientôt. Outre cet aspect, dans les régions, les huissiers de justice doivent aussi faire face à un certain nombre de problèmes. Le problème de la signification des actes, parce que nous sommes dans une région où les gens n'ont pas encore trop la culture de l'huissier de justice, de la justice en général. Parfois, on rentre avec les actes non signifiés et ça impacte directement sur la procédure parce que ça induit des renvois. Ce conclave aura également été l'occasion pour les huissiers de se pencher sur les implications du décret présidentiel élargissant les attributions de la Société camerounaise de recouvrement, lesquelles empiètent sur celles des huissiers. Un point sur lequel les huissiers entendent obtenir des clarifications. L'actualité hors de nos frontières à présent au Nigeria, les attaques du groupe Boko Haram se multiplient dans l'état de Borno où des tirs de roquettes ont provoqué la mort de 5 personnes et ont fait également 3 blessés. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, les enlèvements des enfants et de jeunes filles se multiplient en toute impunité. La mouture internationale dans ce reportage de Kediara et Warren Zedeu. Tension au Zimbabwe. La population proteste contre la montée de la corruption et l'aggravation de la crise économique. Des protestations qui ont été appelées par l'opposition et les militants politiques qui accusent le président Emmerson Mnangagwa de protéger les fonctionnaires corrompus et de ne rien faire face au déclin rapide de l'économie du pays depuis son arrivée au pouvoir avec le soutien de l'armée en novembre 2017. Des manifestations que la ZANU-PF
attribué aux États-Unis, le parti au pouvoir menace notamment de renvoyer l'ambassadeur américain Brian Nichols. Au Nigeria, les attaques terroristes se multiplient dans l'état du Borno. À Maïdougouri, à la veille de la célébration de la Tabaski, 3 roquettes ont été tirées depuis la périphérie de la ville. Bilan, 4 morts et 3 blessés. Une attaque terroriste non revendiquée qui survient 24 heures après que le convoi du gouverneur de l'État, Babagana Zulum, ait été touché par des tirs de mitrailleuses. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, c'est un peu plus de 170 personnes qui ont été enlevées dans la période avril 2017 à mars 2020. Il s'agit en majorité de femmes et de filles torturées, violées et même tuées pour certaines, des crimes qui, selon Human Rights Watch, se commettent en toute impunité, malgré la présence des forces de défense et de sécurité congolaises, une base de la MONUSCO, ainsi que des centaines de gardes du parc des Virunga, situé dans un rayon de 10 km. Et je vous le disais en titre, le monde du football camerounais est en deuil. Stephen Tato est décédé ce jour. L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun est donc décédé des suites de maladies, laissant sans voix sa famille et ses proches. Ambiance de deuil à son domicile dans ce reportage de Aïe Cyril. Quelques sonorités pour adoucir les cœurs et calmer les esprits. Au domicile de Tato Eta Stephen à Yaoundé, c'est la tristesse. L'ancien lion indomptable est mort. Il a été malade, non. Il est bien aujourd'hui, demain il n'est pas bien. Mais hier, ça s'est compliqué jusqu'à on m'a appelé, les enfants. J'ai même passé une nuit avec lui. Et je le regardais, je l'encourageais, on priait ensemble. Et il a rendu l'âme aujourd'hui à midi, malheureusement. Malgré le fighting spirit qui caractérise l'ancien lion indomptable, Tato Eta Stephen ne remportera pas son match contre la maladie. Amis et connaissances sont éplorés. Ses enfants gardent de lui le souvenir d'un père aimable. Papa était un très bon père. Il n'y a rien à dire, mais quand il faut grandir ça, il ne blaguait pas. Très strict, mais très, très bien. Oui, on jouait. Là, vous ne pouvez même pas savoir que c'est un père. On jouait des faux ballons. Ici, on coupe partout dans la cour. C'était un peu ça. Donc, et il donnait les conseils. J'étais toujours là pour nous, surtout quand on a perdu maman, mon petit frère et moi. Surtout quand on a perdu maman, il a joué le rôle de maman et papa en même temps. Capitaine des Lions indomptables, Tato Eta Stephen conduit le Cameroun à la victoire finale à la CAN de 1988 au Maroc, ainsi qu'à l'épopée de 1990 en Italie. Sa dernière grande apparition publique, il l'a fait lors du tirage au sort des poules du CHAN au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Tato Eta Stephen meurt à 57 ans, laissant ses godasses définitivement raccrochées. Et des icônes du football camerounais rendent également hommage à Stephen Tato, décédé ce 31 juillet 2020. La première réaction est celle de Joseph-Antoine Bell, qui regrette le départ d'un autre coéquipier des années 90. Les souvenirs se bousculent, ceux de la CAN remportée ensemble au Maroc en 1988, de la Coupe du Monde Italie 2 ans plus tard, écrit l'ancien gardien des buts des Lions sur son compte officiel Facebook. Autre réaction, c'est celle de Roger Chimila qui éclate en sanglots après l'annonce du décès de Stephen Tato.
Il n'a pas eu de mots pour exprimer la douleur qui le ronge. C'est à travers une image que l'ancienne gloire du football a choisi pour exprimer le sentiment qui l'anime. Autre réaction, c'est celle de Bernard Chouton, lui aussi, qui fond en larmes et peine à croire la triste réalité du départ de Stephen Tato, peut-on lire sur son compte officiel Instagram. Et le président de la FECAFOOT a aussi exprimé sa compassion à toute la famille éprouvée. Seydou Bombonjoya salue un grand sportif d'un meneur d'hommes remarquable. Et dans les milieux de la politique, l'avocat international et homme politique Maître Keremouna s'est dit également honoré d'avoir fait partie du répertoire d'amis de ce champion d'Afrique de 1988 au Maroc et reconnaît en lui tout le mérite. À présent, ce public reportage Orange Cameroun récompense ses fidèles abonnés du jeu Super Cash, 100 000 à 10 millions de francs CFA. Ce sont là les montants de la Super Tombola remportée en composant le 91-24. Reportage. Orange. Le visage radieux et rayonnant de joie, voici le fidèle abonné d'Orange Cameroun qui a eu la main heureuse de gagner 10 millions de francs CFA, le super lot du jeu d'intelligence Super Cash. Pour se prêter à ce jeu, l'homme dit avoir fait confiance à Orange Cameroun en balayant du revers de la main tous les doutes et suspicions sur ce jeu de tombola. On va se moquer, on a justement entendu les chances. Moi, j'ai douté vraiment, il n'y a pas si que je doutais. Il m'a toujours appelé fatigué, mais il n'y a pas si que c'est vrai. C'est aussi la même confiance en Orange qui a animé les autres gagnants de 100 000 et 500 000 francs CFA. Orange nous a envoyé des messages, puis il fallait répondre par OK, par SMS. C'est ce que j'ai fait et puis mon numéro a été tiré au sort. Je suis gagnant aujourd'hui. Ben, je vais vous dire la vérité, c'est que je n'ai pas cru. J'ai cru que c'était des arnaqueurs que nous rencontrons régulièrement. C'est un des arnaqueurs qui venait juste de me lancer un coup de fil comme ça. Rassurez-vous, quand Orange vous appelle, c'est à partir de 9 000 ou du 9 200. Et vous ne pouvez pas rappeler ce numéro. Et on ne vous demandera aucun code, aucun message, on ne vous demandera rien. Le jeu continue. Merci de continuer à faire confiance à Orange et de jouer au 91-24 en envoyant OK à Super Cash. Une vraie manne tombée du ciel en cette approche de rentrée scolaire. Nous sommes à moins de 2 mois de la rentrée scolaire, donc ça va certainement aider à acheter rapidement les fournitures des enfants. Je crois que c'est la première urgence, le premier souvenir d'Orange dans la contribution de nos charges familiales. Ainsi, ce sont une dizaine d'abonnés que Orange Cameroun récompense pour leur fidélité, de lui avoir toujours fait confiance pour ses services et surtout, un jeu aussi simple et facile à comprendre. Le jeu Super Cash consiste à participer à une sorte de quiz par SMS. Vous recevez des questions de manière journalière et vous devez répondre pour cumuler des points. Et chaque bonne réponse vous donne droit à 20 points. Une mauvaise réponse vous donne droit à 10 points. Mais déjà à la souscription, d'office vous avez 100 points et ces points vous permettent d'augmenter vos chances lors des tirages au sort. À travers le jeu Super Cash, Orange Cameroun compte faire dans les jours à venir d'autres super gagnants et surtout des millionnaires. Orange. Fin de cette édition d'information sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et Bakadassal à toute la communauté musulmane. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambo, un seul titre, on va entrer, vous êtes sortis vous, c'est-à-dire la disparition du capitaine Stephen Tato qui laisse ceux qui ont regardé le mondial italien 90 sans voix ce soir, Nadine Yambo. Bon week-end à vous. Bon week-end à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi 20h.